Qui a réellement l'avantage quand deux nations qui se connaissent trop bien entrent sur un terrain où l'erreur ne se corrige plus, où chaque mètre devient une suffocation lente et où la moindre hésitation ouvre un couloir vers l'élimination? Le 3 janvier 2026, lorsque le Mali et la Tunisie se feront face, la question ne sera pas seulement de savoir qui était le plus fort, mais surtout qui comprend le mieux ce qui est en train de se jouer sous la surface. Car ce match n'est pas une affiche anodine. Il se déroule dans un contexte de tension silencieuse, à un moment précis du tournoi, où les corps commencent à fatiguer, mais où les idées doivent rester lucides. Le stade Mohamed VI de Casablanca n'est qu'un décor. Le véritable combat se joue ailleurs, dans les axes invisibles, dans la manière dont chaque équipe accepte ou refuse de respirer sans le ballon. Le Mali arrive dans cette rencontre avec une image paradoxale. Aux yeux du public, c'est une sélection explosive, talentueuse, presque instinctive. Une équipe capable d'accélération soudaine, de projection brutale vers l'avant, de déséquilibre créé par la vitesse et la percussion. Mais cette perception masque une réalité plus complexe. Le Mali version 2026 est une équipe travaillée, structurée, dont le chaos apparent est en réalité un chaos organisé. Les circuits sont répétés, les rôles sont clairs et surtout, la verticalité n'est jamais improvisée. La Tunisie, elle, porte un poids différent, celui de la constance, de la rigueur, parfois de la méfiance. Dans l'imaginaire collectif, elle est l'équipe qui contrôle sans forcément séduire, qui verrouille avant d'attaquer, qui préfère étouffer plutôt que frapper. Pourtant, cette Tunisie-là n'est plus exactement celle d'hier. Elle a évolué, non pas dans son identité, mais dans son rapport au risque. Elle accepte désormais de laisser des espaces, mais uniquement si elle sait comment les refermer. Ce match devient donc une collision de temporalité. Le Mali cherche à accélérer le temps, à réduire les phases mortes, à transformer chaque récupération en menace immédiate. La Tunisie, à l'inverse, tente d'allonger le temps, de diluer l'intensité adverse, de déplacer le danger vers des zones qu'elle contrôle mieux. C'est une lutte entre deux façons de survivre sous pression. Pour comprendre ce qui peut réellement se produire, il faut commencer par le Mali, par sa structure, par ce qu'elle montre et surtout par ce qu'elle cache. Officiellement, le Mali s'aligne dans un 4-2-3-1 modulable, parfois un 4-3-3 selon les phases sans ballon. Mais cette lecture est incomplète. En réalité, le Mali joue avec un système fluide, basé sur la capacité de ses milieux à casser les lignes par le déplacement plus que par la passe. En phase de construction, les deux défenseurs centraux s'écartent largement, presque jusqu'au couloir, non pas pour étirer inutilement, mais pour créer un premier dilemme. Soit l'adversaire presse haut, et alors les milieux maliens disposent d'un espace axial pour se retourner, soit ils reculent, et les latéraux peuvent s'installer très haut, presque à hauteur des ailiers. Ce positionnement est fondamental, car il conditionne tout le reste. Les latéraux maliens ne sont pas de simples joueurs de couloir, ce sont des déclencheurs. Lorsqu'ils montent, ils obligent l'adversaire à faire un choix inconfortable, sortir sur eux et ouvrir l'axe, ou rester compact et subir les centres. Et c'est précisément là que le Mali est dangereux, non pas par la quantité de centres, mais par leur variété. Centres en retrait, ballon coupé au premier poteau, renversement tardif vers le second. Tout est conçu pour attaquer une défense déjà en mouvement. Mais cette audace a un coût. À chaque montée de latérale, un espace se crée dans son dos. Et si la couverture n'est pas parfaite, si le milieu défensif arrive en retard, cet espace devient un piège mortel. Le Mali le sait, il l'accepte. Il joue avec cette prise de risque comme avec une arme à double tranchant, convaincu que sa capacité à revenir vite et à défendre en avançant compensera. Au milieu du terrain, le Mali repose sur un équilibre fragile. Un joueur est chargé de la récupération pure, du duel, de la fermeture des lignes de passe. L'autre est plus mobile, plus créatif, presque un faux relayeur qui se projette entre les lignes dès que l'opportunité apparaît. Cette asymétrie est volontaire. Elle permet au Mali de créer des supériorités numériques temporaires, mais elle exige une discipline extrême à la perte du ballon. Devant, le trio offensif est la clé émotionnelle de l'équipe. Les ailiers maliens ne restent jamais figés. Ils entrent à l'intérieur, ressortent et changent leur position. Leur objectif n'est pas seulement de provoquer, mais de désorganiser le bloc adverse, de forcer les défenseurs à communiquer sous pression. L'attaquant axial, lui, n'est pas un simple finisseur. Il décroche, attire, libère des couloirs. Sa valeur ne se mesure pas seulement en but, mais en espace créé. Face à cette mécanique, la Tunisie n'arrive pas sans réponse. Bien au contraire, si elle accepte parfois de subir visuellement, elle ne subit jamais mentalement. Son organisation repose sur un principe simple mais redoutable, ne jamais défendre en infériorité dans l'axe, peu importe ce qui se passe sur les côtés, tant que le cœur du jeu reste verrouillé.
La Tunisie débute généralement dans un 4-3-3 très lisible, presque scolaire. Mais cette lisibilité est un leurre. En phase défensive, ce système se transforme rapidement en un 4-1-4-1 compact, avec un milieu sentinelle positionné juste devant la défense, véritable mur anti-verticalité. Ce joueur n'est pas là pour briller, mais pour couper. Couper les passes, couper les courses, couper le rythme. Les deux milieux relayeurs tunisiens ont un rôle capital. Ils ne doivent ni presser trop haut, ni reculer trop bas. Leur mission est d'occuper les demi-espaces, ces zones que le Mali adore exploiter. Dès qu'un joueur malien tente de s'y insérer, il se retrouve pris dans un étau, obligé de jouer en une touche ou de revenir en arrière. C'est ainsi que la Tunisie étouffe sans donner l'impression de défendre. Sur les côtés, les latéraux tunisiens jouent un jeu dangereux. Ils montent avec parcimonie, mais toujours avec un temps d'avance. Leur objectif n'est pas de déborder systématiquement, mais de créer des décalages à des moments précis, souvent après une phase de possession longue. Ce timing est essentiel, car il empêche l'adversaire d'anticiper. Offensivement, la Tunisie n'est pas une équipe de volume, mais de précision. Peu de tirs, peu de gestes superflus. Chaque attaque est pensée comme une séquence. On recycle, on attire, on attend que l'adversaire perde patience. Puis on accélère, souvent dans le dos d'un latéral trop ambitieux. C'est là que le Mali peut souffrir. L'un des éléments les plus fascinants de cette confrontation réside dans la bataille mentale. Le Mali devra accepter de ne pas toujours avoir le ballon dans les zones dangereuses. Il devra résister à la frustration, éviter de forcer des passes qui n'existent pas. La Tunisie, de son côté, devra résister à la pression populaire qui exige souvent plus de spectacle, plus d'initiative, alors que son salut passe par la maîtrise. Historiquement, les confrontations entre ces deux nations racontent la même histoire. Des matchs serrés, rarement spectaculaires, souvent décidés par un détail. Un ballon mal repoussé, un duel perdu dans la surface, un coup de pied arrêté, mal défendu. Rien de spectaculaire, mais tout de décisif. C'est ce passé commun qui rend ce match encore plus lourd, car les joueurs le savent. Ils ont vu les images, ils connaissent les scénarios. Ils savent que contre cet adversaire, on ne gagne jamais facilement. On survit, on s'adapte, on attend le moment où l'autre flanche. Et c'est précisément pour cela que cette rencontre pourrait basculer non pas sur une action brillante, mais sur une mauvaise lecture. Une couverture oubliée, un pressing mal coordonné, un replacement en retard. À ce stade du tournoi, les corps parlent. Les joueurs qui ont enchaîné les minutes commencent à ressentir la fatigue dans les replis, dans les courses longues, dans la lucidité au moment de centrer ou de frapper. Les bancs deviennent alors des armes tactiques. Le coach qui saura lire le moment exact où l'intensité bascule prendra un avantage invisible mais décisif. La Tunisie possède une expérience précieuse dans ce domaine. Son staff est habitué aux matchs coup près, aux fins de rencontres sous tension, aux décisions impopulaires mais nécessaires. Sortir un cadre pour solidifier le bloc, renoncer à attaquer pour protéger un résultat. Ces choix sont souvent mal compris, mais ils gagnent des matchs. Le Mali, lui, mise davantage sur l'élan collectif, sur l'énergie de groupe, sur la conviction que l'audace finit par payer. Cette philosophie peut renverser une rencontre, mais elle peut aussi la condamner si elle n'est pas maîtrisée. Et c'est là que tout se joue, dans cette ligne invisible entre courage et imprudence, entre contrôle et passivité. La première demi-heure du match sera capitale. Si le Mali parvient à imposer son rythme sans se découvrir, il installera un doute durable dans l'esprit tunisien. Si la Tunisie, au contraire, parvient à ralentir le jeu, à multiplier les séquences de possession stériles mais épuisantes, elle fera naître la frustration malienne. Ce match n'est donc pas une simple opposition de style. C'est une négociation permanente avec l'espace, le temps et la peur de l'erreur. Et quand l'un des deux craquera, ce ne sera pas par manque de talent, mais parce que l'autre aura mieux compris quand respirer et quand étouffer. Si l'on descend encore d'un niveau dans l'analyse, au-delà des structures et des intentions affichées, on arrive dans la zone la plus décisive de cette rencontre, celle des duels silencieux. Pas les duels spectaculaires qui font lever les tribunes, mais ceux qui n'apparaissent qu'au ralenti, dans les déplacements sans ballon, dans les angles de course, dans la manière d'orienter un adversaire vers un piège déjà préparé. Le premier de ces duels se situe dans le couloir droit malien. C'est là que tout peut basculer. Le latéral malien, par nature offensif, aime monter très haut, parfois trop vite, parfois sans couverture immédiate. Face à lui, la Tunisie n'attaquera pas frontalement. Elle cherchera plutôt à attirer ce latéral, à l'encourager presque à monter pour ensuite frapper dans l'espace laissé derrière lui. Ce sera un test de patience. Si le Mali monte sans discernement, il offrira un boulevard. S'il temporise trop, il perdra l'une de ses principales armes. Dans l'axe, le combat sera encore plus étouffant. Le milieu défensif tunisien est la clé de voûte de tout l'édifice. Son rôle n'est pas de briller, mais d'annuler. Annuler les prises de balles dos au jeu, annuler les appels entre les lignes, annuler les intentions avant même qu'elles ne deviennent des actions. Face à lui,
Le Mali alignera un milieu plus mobile, plus instinctif, qui cherchera constamment à se libérer par le mouvement. Ce duel est un duel d'intelligence. Celui qui lira une demi-seconde plus vite que l'autre prendra le contrôle émotionnel du match. Sur les ailes, la Tunisie acceptera parfois l'infériorité numérique apparente. Elle laissera l'ailier malien provoquer, dribbler, centrer. Mais elle veillera toujours à défendre la zone la plus dangereuse, le point de pénalty et le second poteau. C'est là que se gagnent et se perdent les matchs africains à ce niveau. Pas sur la beauté du geste, mais sur la rigueur du replacement. Offensivement, la Tunisie cherchera rarement la percussion individuelle pure. Elle préférera la combinaison courte, le 1-2 discret, le décalage créé par un appel sans ballon. Cela peut donner l'impression d'une équipe prudente, voire timorée, mais c'est une illusion. En réalité, chaque passe vise à déplacer le bloc malien d'un pas supplémentaire jusqu'à créer un déséquilibre suffisant pour frapper. Le Mali, de son côté, cherchera à créer le chaos contrôlé, à multiplier les situations où la défense tunisienne doit décider vite, à forcer les choix, à tester la communication entre les centraux, entre le latéral et l'ailier, entre le milieu et la défense. Plus ces décisions sont nombreuses, plus le risque d'erreur augmente. Mais ce jeu du chaos a une limite. Si le Mali force trop tôt, s'il confond vitesse et précipitation, il tombera exactement dans le piège tunisien. Un ballon perdu dans l'axe, une transition rapide, une attaque menée à 3 contre 2. Et soudain, tout le match change de visage. Les statistiques historiques entre ces deux nations confirment cette logique. Les confrontations précédentes montrent rarement des écarts importants. Peu de matchs à score large, beaucoup de rencontres décidées par un but, parfois en fin de match, parfois sur une phase arrêtée. Le Mali marque souvent en premier, mais la Tunisie revient fréquemment. La Tunisie mène rarement longtemps, mais sait conserver un avantage. Ces tendances ne sont pas des coïncidences, elles reflètent des cultures de jeu. Un autre élément fondamental réside dans la gestion émotionnelle des temps faibles. Aucun match à élimination directe ne se déroule sans moment de souffrance. La question n'est pas de les éviter, mais de les traverser sans paniquer. La Tunisie a souvent démontré sa capacité à accepter de défendre bas pendant 10-15 minutes sans se désorganiser. Le Mali, lui, a parfois montré des signes d'impatience, une envie de forcer le destin, surtout lorsque le public ou le contexte exige une réaction rapide. Les coups de pied arrêtés seront un champ de bataille à part entière. La Tunisie est historiquement très structurée sur ces phases, avec des routines précises, des écrans, des appels croisés. Le Mali, plus puissant physiquement, mise sur le timing et l'agressivité. Un corner, un coup franc excentré, peut suffire à faire basculer tout l'équilibre tactique du match. Le rôle des entraîneurs devient alors central, pas dans les grands discours, mais dans les micro-ajustements. Un repositionnement de 5 mètres, un changement de rôle sans changement de joueur, une consigne donnée à la mi-temps pour fermer un couloir ou attaquer un autre. Ces détails échappent souvent au regard du public, mais ils sont décisifs. Le coach malien devra lire très tôt si son pressing est efficace. S'il ne l'est pas, il devra accepter de reculer légèrement son bloc pour éviter l'asphyxie en transition. Le coach tunisien, lui, devra décider à quel moment son équipe doit cesser de gérer et commencer à punir. Trop tôt, et il s'expose. Trop tard, et il subit. Physiquement, le dernier quart d'heure sera cruel, les courses de repli deviendront plus lourdes, les contrôles moins propres, les duels plus brutaux. C'est souvent dans ces moments que la vérité tactique se révèle. Une équipe bien organisée souffre moins, une équipe mal équilibrée explose. Et puis, il y a la dimension mentale, individuelle. Certains joueurs aiment ces matchs, ils s'y sentent vivants, d'autres s'y crispent. Un défenseur qui hésite une seule fois, un milieu qui choisit la passe de sécurité plutôt que la rupture, un attaquant qui frappe trop vite. Ces micro-décisions s'additionnent jusqu'à former le résultat final. Ce Mali-Tunisie ne sera donc pas un match de promesses spectaculaires. Ce sera un match de nerfs, de lecture, de discipline. Un match où chaque équipe tentera d'imposer sa vision du contrôle. L'une par le mouvement et l'audace, l'autre par la structure et la patience. Et au moment où l'on croira que tout est sous contrôle, que le rythme est figé, qu'aucune faille n'existe, c'est précisément là que le danger surgira, dans un espace oublié, dans un silence défensif, dans une seconde de retard. Car dans ce type de rencontre, le football ne récompense pas celui qui attaque le plus, ni celui qui défend le mieux, mais celui qui comprend exactement quand changer de registre. Et cette compréhension-là ne se voit pas, elle se ressent, elle se vit. À mesure que la rencontre avance vers son dernier tiers, le football cesse d'être une question de plans initiaux. Il devient une science de l'adaptation instantanée. Ce que les deux équipes avaient préparé pendant des semaines est désormais soumis à l'épreuve du réel, à la fatigue, à la pression, à la peur sourde de l'erreur irréversible. À ce moment précis, Mali et Tunisie ne jouent plus seulement l'adversaire, ils jouent contre leurs propres limites.
Le Mali, s'il n'a pas encore trouvé l'ouverture, commencera à modifier subtilement ses comportements. Les latéraux monteront un peu moins haut, mais plus vite. Les milieux tenteront davantage de prises de balles orientées vers l'avant, même sous pression. Les ailiers chercheront le duel plus direct, parfois au détriment de la conservation. Ce n'est pas de la précipitation gratuite, c'est une tentative de reprendre le contrôle émotionnel du match, de rappeler à l'adversaire que le danger existe toujours. Mais ce moment est aussi le plus dangereux pour le Mali, car chaque accélération non maîtrisée augmente le risque de déséquilibre. Chaque perte de balle dans l'axe devient une invitation à la sanction. Et la Tunisie attend précisément cela. Elle attend le moment où l'enthousiasme malien se transforme en impatience. La Tunisie, dans ces phases, ne cherche pas forcément à attaquer plus. Elle cherche à attaquer mieux, à choisir le bon moment, à exploiter la moindre hésitation dans le repli adverse. Souvent, cela se traduit par une transition à 3 ou 4 joueurs maximum, mais menée avec une clarté chirurgicale, une passe verticale, un appel dans le dos, un soutien en retard mais libre. Et soudain, le Mali doit défendre en courant vers son propre but, ce qu'il déteste. Le rôle du banc devient alors fondamental. Les remplaçants ne sont pas là pour changer le match par un exploit isolé, mais pour ajuster l'équilibre. Un milieu plus frais pour fermer les espaces, un ailier plus discipliné pour contenir les montées adverses. Un attaquant capable de conserver le ballon dos au jeu pour faire respirer le bloc. Chaque changement est un message envoyé à l'adversaire. Le coach tunisien, fidèle à sa philosophie, privilégiera probablement la sécurité avant tout. Il renforcera l'axe, ajoutera une couche de densité dans la zone de vérité. Ce choix sera peut-être critiqué, mais il est cohérent avec l'histoire de cette sélection. La Tunisie ne cherche pas à dominer l'adversaire, elle cherche à le survivre jusqu'à ce qu'il commette une faute. Le coach malien, lui, sera face à un dilemme plus complexe. Continuer à attaquer avec audace et risquer la rupture, ou sécuriser temporairement pour mieux repartir ensuite. Ce choix n'est jamais purement tactique. Il est aussi culturel, émotionnel, presque identitaire. Le Mali est une équipe qui vit de son élan. Lui demander de se retenir trop longtemps, c'est parfois lui enlever sa force vitale. Les dernières minutes, si le score est serré, seront une bataille de nerfs. Les ballons deviendront plus longs, les duels plus rugueux, les fautes plus nombreuses. Le jeu se déplacera souvent loin du but, dans des zones sans danger apparent, mais chargées d'une tension extrême. Chaque touche, chaque coup franc, chaque ballon aérien sera disputé comme s'il s'agissait du dernier. C'est souvent là que surgissent les erreurs humaines. Un défenseur qui dégage dans l'axe au lieu de sécuriser. Un milieu qui tente une passe impossible alors que le jeu demandait de la simplicité. Un gardien qui hésite entre sortir et rester sur sa ligne. Ces erreurs ne sont pas des fautes de niveau, elles sont des fautes de lucidité. Si le match devait se prolonger, la dimension physique prendrait définitivement le dessus, les espaces s'agrandiraient malgré les intentions contraires, les lignes se distendraient. Les joueurs les plus intelligents, pas forcément les plus rapides, deviendraient décisifs. Ceux capables de ralentir le jeu quand il le faut, de provoquer une faute, de garder le ballon sous pression. Et s'il fallait en arriver à l'épreuve ultime, celle des tirs au but, alors toute l'analyse tactique s'effacerait devant la psychologie pure. La Tunisie, historiquement plus habituée à ces moments de tension froide, partirait avec un léger avantage mental. Le Mali, plus émotionnel, plus expressif, devrait transformer cette intensité en concentration absolue, ce qui n'est jamais simple. Mais réduire ce match à un scénario final serait une erreur, car ce Mali-Tunisie ne se joue pas uniquement sur un score. Il se joue sur une affirmation de style, sur une capacité à imposer sa lecture du football africain moderne. Le Mali veut prouver qu'il peut allier audace et maturité. La Tunisie veut démontrer que la rigueur reste une arme contemporaine, pas un vestige du passé. Au fond, cette rencontre pose une question plus large. Le football africain doit-il aller toujours plus vite, toujours plus fort, toujours plus vertical, ou doit-il parfois accepter de ralentir, de contrôler, d'étouffer? Il n'y a pas de réponse universelle. Il n'y a que des contextes, des moments, des choix. Le 3 janvier 2026, au terme de ce match, il y aura un qualifié et un éliminé. Mais surtout, il y aura une leçon silencieuse, une démonstration que dans le football de haut niveau, ce ne sont pas les intentions qui comptent, mais la capacité à les adapter quand tout vacille. Et quand le coup de sifflet final retentira, le vainqueur ne sera pas forcément celui qui aura le plus attaqué, ni celui qui aura le mieux défendu. Ce sera celui qui aura compris, avant l'autre, à quel moment il fallait respirer et à quel moment il fallait étouffer.